Il utilise des expressions confuses, il fait des fautes de syntaxe et prononce parfois des phrases sans queue ni tête. Donald Trump a fait exploser d'une certaine manière les codes de la parole politique sur la scène mondiale. Alors que révèle la langue de Donald Trump? Comment glisse-t-on de la violence des mots à la violence politique? Et en quoi est-ce là un symptôme de l'état de nos démocraties? Pourquoi sommes-nous tous concernés? On en parle avec Olivier Manoni. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes traducteur, auteur du livre Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue, édition Héloïse d'Ormesson. Vous aviez déjà écrit dans cette même maison d'édition Traduire Hitler. Avec nous sur ce plateau, Bérangère Viennot, bienvenue à vous. Vous êtes traductrice de presse, autrice de La langue de Trump, édition Les Arènes. On commence avec vous, Bérangère Viennot. Vous racontez votre casse-tête de traductrice de Donald Trump. En quoi est-ce un casse-tête ? C'est un casse-tête parce que la traduction politique obéit à des règles en général qui sont largement appliquées. Et quand Trump est arrivé dans l'arène politique, tout a changé puisque son langage ne correspondait plus au langage des présidents américains qui l'avaient précédé. Il utilisait une syntaxe différente, un vocabulaire différent. Il s'adressait pas aux mêmes personnes non plus. Et quand on est traducteur, on est obligé d'aller dans le fond de la pensée des gens qu'on traduit. On ne traduit pas que des mots. Et rentrer dans la pensée de Donald Trump, c'était une vraie épreuve. En fait, vous aviez l'impression de traduire quoi? Un animateur de télévision, il est resté tel quel? Il est resté animateur de télévision, c'est vrai, autant dans sa façon de parler que dans sa politique. J'avais un peu l'impression au début de traduire un enfant plutôt, parce qu'il avait un vocabulaire très simple et une syntaxe vraiment basique, avec très peu de vocabulaire et beaucoup d'adjectifs, etc. Au final, je me suis rendu compte que je traduisais un homme qui était devenu un homme politique un peu malgré lui et qui utilisait les outils de l'homme de télévision pour parvenir à ses fins. Olivier Manoni, Donald Trump fait-il exprès de parler de cette façon? Est-ce une posture ou bien est-ce que c'est sa façon naturelle de s'exprimer? Je peux difficilement répondre à cette question. Ce que je relève simplement, c'est que ça lui permet de dire beaucoup de choses en plongeant le tout dans une espèce de confusion mentale invraisemblable qui lui permet de dire assez souvent tout et son contraire et d'ouvrir la voie surtout à d'autres choses qu'il n'a pas forcément annoncées, des mesures comme celles qu'on a récemment, qu'il a évoquées puis reniées, puis reprise. C'est un langage passe-partout, en fait, extrêmement confus et qui autorise beaucoup de choses. Bérangère Viennot, vous analysez ce langage et pour vous, il fait passer sa vulgarité pour de la franchise, c'est logoré pour de la spontanéité. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne bien, il a été réélu. Ouais. Oui, il a un langage qui reflète l'image qu'il a voulu se donner en 2016, c'est-à-dire un homme près du peuple qui allait complètement à l'encontre de l'establishment qui était représenté par Obama, qui est son ennemi juré. Et ça a bien fonctionné puisque les petits gens des États-Unis, c'est-à-dire toute l'Amérique est comprise entre la côte Est et la côte Ouest, a suivi le mouvement et a voté pour lui. Alors la première fois, on peut peut-être se dire qu'il a été élu sur une erreur dans la mesure où il n'avait pas eu la majorité des votes. Mais la deuxième fois, en 2024, on a pu constater que la majorité des Américains entendait cette langue-là et y répondait favorablement. Mais il en joue aussi sur la scène internationale. Par exemple, quand il dit des gens meurent tous les jours en Ukraine et en Russie, il a raison, en Ukraine, il le dit. Mais il se dit, celles et ceux qui m'écoutent ne vont pas parler de territoires occupés, de négociations de paix en vue de rendre des territoires. Il se dit, la guerre, c'est pas bien, en fait. C'est ça. Le truc, c'est qu'il a préparé le terrain pendant toute sa première mandature et même entre les deux. Il a préparé le terrain, en fait, un peu le cerveau des gens en expliquant, grâce à son vocabulaire, à sa façon de parler, à sa syntaxe, qu'il n'y avait que deux camps. Que la politique, en fait, c'était choisir entre les gentils et les méchants, entre le bien et le mal. Il a oublié, enfin, il n'a pas oublié, je pense que c'est un outil. Il omet le fait que la politique c'est fait pour organiser une société pour qu'elle vive ensemble. Il l'a montré, il l'a présenté de telle sorte à ce que on puisse, que ses électeurs pensent, il y a les méchants et il y a les gentils, et de toute évidence, lui est dans le camp des gentils. La façon de s'exprimer, Olivier Manoni, de Donald Trump, à quoi emprunte-t-elle? Est-ce qu'elle emprunte à du populisme, à de l'autoritarisme, voire à des régimes dictatoriaux, vous qui travaillez sur ces questions-là? Je dirais qu'il y a un peu de tout et que d'abord ça évolue. En 2016, on a un langage qui, je l'ai dit, est extrêmement confus, qui part un petit peu dans tous les sens et puis qui se précise quand même sur les dernières élections. Alors à quoi c'est emprunté? Moi j'ai relevé dès le mois de juin-juillet, on avait des phrases entières qui sortaient directement de Mein Kampf dans les discours de Donald Trump. Quand il parle du sang des migrants qui contaminent le peuple américain, quand il menace
menace ses adversaires politiques de les exterminer parce qu'ils mènent une vie de vermine. Tout ça, ça sort directement des textes nazis à l'ancienne. Bon, il y a ça, il y a un petit peu de fascisme à l'italienne, dans le décorum, etc. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Ce que je constate simplement, c'est que tous ces signes d'avertissement qu'on a eus ont quand même débouché sur la politique qu'il est en train de mener et qui débouche à l'heure actuelle sur la possibilité aiguë d'une dictature. Et d'ailleurs, il dit, il y a une phrase qu'on ne cite pas souvent, mais il a coutume de dire, et dès son premier mandat, il dit, il y a l'article 2 de la Constitution qui fait que je peux faire tout ce que je veux en tant que président. Pas plus tard que la semaine dernière, Bérengère Viennot, il a défié le pouvoir judiciaire en exigeant la destitution d'un juge fédéral. C'est sans précédent. Il a été rappelé à l'ordre par le président de la Cour suprême. Là, on est dans le passage du verbal, du style linguistique à un passage à l'acte. Alors, tout son vocabulaire, sa façon d'être et ses aspirations à la dictature, en tout cas sa personnalité vraiment dictatoriale, elle était déjà très claire pendant son premier mandat. La différence, c'est que maintenant, il veut vraiment se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. On a vu pendant le premier mandat, enfin à la fin de son premier mandat, qu'il avait réussi à soulever une partie de sa population en sa faveur, puisqu'avec l'assaut du Capitole en 2021, les gens étaient prêts à renverser le pouvoir pour que lui puisse y rester alors qu'il n'avait pas été élu démocratiquement. Pendant les 4 années qu'on séparait ces 2 mandats, il a été sous la menace de tout un tas de procès. Et là, c'est un peu le mandat de la dernière chance. Il avait juré avant d'être réélu que s'il était président, il se vengerait. Et c'est ce qu'il fait. Il est en train d'essayer de se venger. Il est en train d'enlever les protections policières de ses opposants. Et tout porte à croire que dans 4 ans, à la fin de son mandat, il ne sera pas forcément facile de le laisser lâcher le pouvoir parce que, oui, depuis le début, en fait, il se voit en grand dictateur, en grand chef du monde, ce qu'il est finalement quelque part un peu devenu. Et là, il a beaucoup à perdre, en fait, parce qu'il risque de retomber à la fin de son mandat dans ses problèmes judiciaires. Donc, il prépare un peu le terrain pour rester le plus longtemps possible. D'ailleurs, en plaisantant, il a déjà dit qu'il comptait être président à vie. C'était une plaisanterie. Olivier Manoni, est-ce que Trump est le seul sur la scène internationale? Est-ce que vous pensez à d'autres dirigeants actuels ou récents? Écoutez, il est dans un courant qu'on appelle l'illibéralisme, qui est en fait plus un courant dictatorial, à mon avis. Et un courant fascisant, il faut dire les choses, où on trouve Poutine, son grand ami, on trouve Orban en Europe, plus un certain nombre d'autres personnes qui ont toutes le même but, c'est sacrifier l'état de droit. Javier Milei en Argentine, par exemple? Par exemple aussi, oui, dans un style un tout petit peu différent. Là, on est dans une optique libertarienne qui est pas en train de s'imposer visiblement aux États-Unis, mais avec des méthodes extrêmement brutales. Sur le plan social, sur le plan politique, il y a vraiment une montée de mouvements qui sont très clairement imprégnés d'idéologie d'extrême droite et d'idéologies plus anciennes pour certains d'entre eux, et qui menacent très directement la démocratie. Aux USA, c'est vraiment flagrant. Il y a un véritable affrontement entre un président qui a visiblement, pour toutes sortes de raisons, des visées dictatoriales, et des institutions démocratiques qui tentent, comme elles peuvent, de résister. Le poids des mots est important, Olivier Manoni. C'est vrai que j'aimerais vous entendre sur la France. Dans votre livre, vous prenez aussi un exemple, par exemple, d'une expression qui n'est pas forcément utilisée par Donald Trump ou seulement par lui autre, mais par exemple l'oligarchie mondialiste. Vous dites qu'en fait, il y a des expressions codées. Pour vous, elle fait clairement référence à l'extrême droite? Il y en a énormément. Il y a tout un discours qui se remet en place, qui reprend des vieilles recettes. Mais vous allez parler tout simplement, par exemple, tout à l'heure, la manière dont Bérengère Viennot a présenté l'opposition systématique, l'idée que le débat politique se situe entre des ennemis. C'est une idée qui remonte à Carl Schmitt, c'est-à-dire l'idéologue, celui qu'on appelait le juriste principal du nazisme. C'est un des éléments. Et puis, dans le vocabulaire, vous avez plein de choses. Le terme migrant, déjà, qui a remplacé travailleurs immigrés et réfugiés à la fois pour désigner une espèce de créature errante à travers le monde et donc dangereuse. On peut parfaitement voir dans cette figure-là une résurgence de la figure utilisée par les nazis pour désigner les juifs, le juif errant. Je veux dire, on a exactement le même type de phénomène. En France, on a le terme remigration, qui est une variété de la déportation un peu édulcorée. Submersion aussi, on entend parler de submersion. Submersion, tout à fait, absolument, qu'on a aussi en Allemagne, qu'on a un peu partout. En Allemagne, par exemple, on a entendu l'AfD, le parti d'extrême droite, parler de Biodeutsch, c'est-à-dire d'allemand biologique. Enfin, on a vraiment une résurgence d'un vocabulaire, mais épouvantable, dont on sait pertinemment où il a mené.
et donc je sais, moi, où il remènera si on ne l'arrête pas à un moment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Manoni. Coulée brune, comment le fascisme inonde notre langue. Et merci également à vous, Bérangère Viennot. Je rappelle également le titre de votre livre, La langue de Trump. Merci à tous les deux pour vos éclairages respectifs ce soir. Merci. Sur TV5 Monde.